Le droit à la vie, c'est d'abord le droit au respect de sa vie par autrui. Si vous tolérez, à quelque niveau que ce soit, qu'un homme puisse en tuer un autre par la pulsion de mort qu'il porte en lui, que ce soit pour vengeance, parce qu'il le déteste, parce qu'il a fait ça, à partir de ce moment-là, le tabou fondamental « tu ne tueras point » disparaît. Et c'est le vieil homme des cavernes avec la massue qui en réalité ressurgit. Le droit au respect de la vie, c'est un droit sacré. J'évoquais Hugo, il avait trouvé une formule encore plus belle. Il disait personne ne doit retirer à l'autre sa vie, parce que personne ne doit interdire à un être humain le droit de devenir meilleur. Ce qui est magnifique, le droit de devenir meilleur, c'est-à-dire de comprendre ce qu'il a fait, d'en assumer, d'en payer, comme on dit, les conséquences. Mais vous n'êtes pas un assassin. C'est ça la grande différence morale. Quand vous acceptez le principe de peine de mort, qui est l'élimination du corps social d'un élément qu'on juge dangereux, vous ne vous arrêtez plus. Vous ne vous arrêtez plus. Moi, je l'ai vécu. J'ai combattu la peine de mort, pas seulement en parole. Je l'ai affronté, je l'ai vu fonctionner. J'ai vu guillotiner. Et j'ai vu guillotiner un homme qui n'avait pas tué. C'est comme ça, la justice des hommes. Et dans les cours d'assises de jadis, où il n'y avait pas de degré de juridiction, où il y avait simplement le contrôle de la règle de procédure par la Cour de cassation, c'était quand même la vie d'un homme qui se jouait. Celui qui était derrière moi, à 50 cm, que j'entendais respirer pendant les heures où l'accusé et réclamait la mort, avocat général de talent, ou les victimes, partie civile, à la distance, là, de quelques mètres, j'avais les yeux des parents fixés sur moi. Pas imaginer l'ambiance, le climat qui régnait. Et autour du palais, il faut crier à mort, c'est inconcevable. Et moi-même, quand il m'arrive de passer devant la santé, quand même, à vol d'oiseau, c'est quoi 500 mètres, 600 mètres, la santé. Je rêve, je me dis, c'est pas possible. J'ai vu ça là. Eh oui, je l'ai vu là. C'est le triste privilège de l'âge et de la longue perspective. Mais la peine de mort, je connais sa réalité. Et je sais, profonde injustice, profonde, la loterie que constitue la justice dans ces cas-là. Tout ça est heureusement le passé. Mais j'ai beaucoup de mal à faire comprendre, sentir aux jeunes avocats, même aux avocats, ce que ça signifiait. Et ce qu'était la présence de la mort, directement à l'audience. Rien dans ma vie, qui a été longue et passionnée, ne se compare à ça. Rien. Qu'un débat parlementaire, politique, opinion publique, rien. Parce que là, si vous ne trouvez pas les mots, c'est lui qui mourra. Et il mourra aussi à cause de vous. Pas facile. Ça n'a jamais été un coup de peine de mort qu'on a réprimé ou fait régresser la criminalité. La peine de mort, c'est la libération de la pulsion de mort dans une société à l'encontre de celui qui, justement, réveille la pulsion de mort par le crime. C'est pas autre chose. C'est vraiment, pourquoi je dis c'est l'homme des cavernes. Mais quand même, se dire qu'on va dissuader les criminels d'agir par la menace de la peine de mort, c'est méconnaître, mais complètement, mais des millénaires d'expérience. Ne croyez pas que celui qui commet un crime, il a le code pénal à la main au moment où il commet le crime. Moi, je rêve même en me disant,
Mais soit il s'agit d'un homme emporté par la pulsion de mort et il n'entend rien, à ce moment-là, c'est la violence pure qui s'exerce, l'instinct, alors chez l'être humain, de donner la mort à l'autre. C'est le niveau de l'animalité sanglante. Ce en quoi il croit, c'est l'impunité, parce qu'il échappera. Mais si vous pensez qu'on s'en va joyeusement vers 30 années de centrale, si ça n'est pas déjà dissuasif, alors qu'est-ce qu'il sera? En ce qui concerne la dynamique vers l'abolition universelle, on ne peut qu'être satisfait dans la longue perspective. Il y a des continents entiers qui ne connaissent plus la peine de mort. Et même si on prend le continent américain, il n'y a que les États-Unis, et encore aux États-Unis, quelques États des États-Unis qui recourent effectivement à la peine de mort. Mais tout le reste, l'ensemble du continent américain, nord et sud, je mets de côté quelques îles, là, dans les Caraïbes, la peine de mort a disparu. En Europe, on sait qu'il n'y a plus que la Biélorussie. Et encore, je pense que, s'agissant de la Biélorussie, nous allons assister prochainement, à mon avis, à une abolition de droit. Vous avez encore une partie de l'Afrique et une bonne partie, évidemment, de l'Asie. Je laisse de côté le Pacifique, où la situation est contrastée. Alors, prenons le chiffre global. Aujourd'hui, c'est totalement inconcevable. Il y a 30 ou 40 ans de cela, aujourd'hui, aux Nations Unies, vous avez les 3/4 des États qui ne recourent plus à la peine de mort. C'est une donnée qui n'est pas perçue par l'ensemble de l'humanité, mais c'est une donnée saisissante. Je ne crois pas que ce soit le terrorisme qui pourrait nourrir le maintien de la peine de mort. Je crois que c'est ailleurs, c'est dans l'angoisse structurelle de l'homme devant la mort et la défense qu'il recherche et qui est impossible contre l'issue qui guette chacun de nous. C'est l'angoisse de mort qui nourrit la peine de mort. Et c'est en cela que le combat pour l'abolition est à la fois si important et si difficile. Parce que c'est cette angoisse-là qui nourrit véritablement la peine de mort. L'homme a peur de mourir, et donc il a peur qu'on lui donne la mort, et donc il devient agressif, et lui donne la mort. Tout le reste est construction variable selon les époques. Le problème, c'est moins la lutte contre le risque que la liaison constante entre les dictatures et la peine de mort. Le pouvoir totalitaire, parce qu'il utilise la peur de la mort, le pouvoir totalitaire, par définition, quelle que soit la couleur idéologique, utilise la peine de mort. Et je dirais qu'on reconnaît d'ailleurs l'État totalitaire au recours à la peine de mort aussi. Pas de dictature sans peine de mort, parce que le chef, par définition, est infaillible et que ce qu'il prescrit doit être obéi sous peine, le cas échéant, de mort, montrant par là qu'il dispose du pouvoir de vie et de mort, ce qui fait de lui une créature divine. C'est vrai, notamment en Chine, où nous le savons, on recourt encore, je ne dis pas plus qu'ailleurs, ce n'est pas au regard de la population l'État qui aujourd'hui utilise le plus la peine de mort. Mais la Chine,
qui est en fait un secret d'État, continue à y recourir et elle le fera aussi longtemps qu'elle sera un État totalitaire. Sur ce point, le mouvement militant abolitionniste chinois est à la fois très actif, très subtil dans son approche et source de progrès. Moi, je ne suis pas pessimiste en ce qui concerne l'avenir en Chine. Je pense que nous verrons, enfin vous verrez, dans un temps que je crois bref, pas seulement que j'espère court, mais que je crois relativement bref, l'abolition d'abord de fait, puis de droit en Chine. Nous avons un certain nombre d'États musulmans qui sont désireux d'abolir la peine de mort, avec véritablement des militants souvent admirables, avec des chefs d'État qui souhaiteraient, pour des raisons diverses selon les pays, abolir, et une hésitation ou un recul pour des raisons politiques. La religion est une entrave à l'abolition dans les pays qui sont musulmans intégristes. Aujourd'hui, quand vous regardez la carte du monde, vous constatez qu'entre l'intégrisme musulman et la peine de mort, y compris pour les femmes, il y a une liaison qui est là, qui est présente, qu'on ne peut pas nier. Alors, moi, j'ai beaucoup d'amis musulmans abolitionnistes, mais je les écoute, je mesure la difficulté qu'il y a à s'opposer à ce qui demeure encore dans la religion musulmane. Le vrai problème, il est là. Et il est là parce que, comme me le disaient certains amis excellents abolitionnistes, musulmans parfaitement convaincus, il n'y a pas de possibilité de conclave, il n'y a pas de concile organisé dans la religion musulmane. Et la révision officielle, très difficile. Très difficile. Donc là, il y a un problème qui est particulier, mais qu'on ne peut pas, comme ça, escamoter au nom combien justifié de la lutte contre le racisme ou contre les préjugés à l'encontre de l'islam. Il faut avoir le courage de le dire, nous avons là un problème, mais c'est seuls nos amis musulmans qui le résoudront. Ce n'est pas les donneurs de leçons, comme on dit, venus des États abolitionnistes de l'Europe notamment, pour certains d'Amérique du Nord. C'est vraiment, aujourd'hui, cette grande question, ce sont nos amis musulmans qui, eux, doivent la résoudre. Quand vous regardez la naissance du mouvement abolitionniste du XVIIIe siècle, les Lumières, la discussion de départ, elle est éminemment abstraite, philosophique. Est-ce qu'on a le droit d'eux? Est-ce qu'on peut considérer que la justice sur cette terre est parfaite et par conséquent qu'elle peut disposer de la vie d'autrui? Le moment décisif dans l'abolition, en ce qui concerne l'efficacité de l'argumentation, eh bien, c'est un poète qu'on le doit, c'est à Victor Hugo. Victor Hugo qui a été un très grand abolitionniste, certainement le plus grand des abolitionnistes français par son influence. Et quand Hugo a écrit le journal d'après la mort, il a d'un seul coup fait basculer, c'est une intuition de génie, mais de poète, d'écrivain, pas de philosophe, pas de juriste. Il a eu cette intuition de génie, mettre le lecteur à la place du condamné à mort. Et d'un seul coup, tout a basculé. On a vu la peine de mort, non plus du point de vue du juge ou de la société, on l'a vu du point de vue de celui auquel elle est infligée. À partir du moment où on s'est placé du côté du condamné à mort, la vision a radicalement changé. Parce qu'on a constaté, ce qui n'est pas chez Beccaria, que la peine de mort
elle est aussi socialement injuste, que ce ne sont que très rarement, pour ne pas ainsi dire jamais, les fils du banquier américain ou de l'avocate célèbre qu'on trouve dans les quartiers de condamnés à mort dans le sud des États-Unis. C'est toujours le même type de population, c'est toujours les plus misérables, les Noirs pour une très grande partie, les Latinos, mais toujours les défavorisés de la Terre. À partir du moment où vous réintégrez l'être humain, celui qu'on condamne à mort, dans le débat, tout change. J'apprécie beaucoup tout ce qui est militantisme dans le cadre de l'abolition, dans le cadre particulier d'Ensemble contre la peine de mort. Ce qui me paraît très bien, c'est l'adaptation aux sensibilités actuelles, la prise en compte, en effet, d'une nouvelle génération habituée à l'utilisation de médias plutôt qu'à des forums, rencontres ou discussions. C'est autrement que techniquement s'inscrit le débat à l'âge du numérique. Ça, je dirais par sa modernité, l'action d'Ensemble contre la peine de mort est très bonne. Il faut poursuivre la réflexion sur les voies et moyens de l'abolition aujourd'hui et demain, plutôt que sur le débat philosophique qui me paraît pour une bonne part avoir été épuisé. Maintenant, je pense que là où il y a droit de l'homme, encore une fois, il doit y avoir abolition. Le problème est d'y arriver.